Jusqu'à 20h, les points sur CNews en ce dimanche soir. Soyez les bienvenus à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, on a accueilli notre invité dans les points sur Georges Bensoussan, bonjour. Vous êtes historien, je rappelle votre dernier livre, Un exil français, un historien face à la justice. C'est publié chez L'Artilleur. Yvan Rioufol, pourquoi avoir fait le choix d'inviter ce soir Georges Bensoussan sur ce plateau ? Parce que d'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour Georges Bensoussan, pour son travail d'historien, et j'ai beaucoup d'admiration plus généralement pour les lanceurs d'alerte, et singulièrement pour les lanceurs d'alerte quand ils ne sont pas soutenus dans ce qu'ils disent, ou quand même ils sont déniés dans leurs accusations. Georges Bensoussan, dans une émission de radio, avait dénoncé l'antisémitisme musulman et avait dit de cet antisémitisme musulman qu'il se tétait même au lait de la mer. Et pour avoir dit cette expression-là, il a été poursuivi par des mouvements antiracistes, en correctionnel, puis relaxé, en appel, blanchi, en cassation, également blanchi, mais il y a eu à chaque fois il a été victime, de mon point de vue, ce n'était pas son expression, d'une sorte de djihad judiciaire, et qui a été totalement insupportable et qui a été fait pour le faire taire. Et donc, rien que pour ceci, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour son courage. Je suis désespéré de voir qu'il n'avait pas été beaucoup soutenu, qu'il a été même, c'est le titre de son livre, tenté par cet exil intérieur, peut-être qu'il nous en parlera-t-il, mais il a été connu tout d'abord, M. Bensoussan, parce qu'il avait co-dirigé un livre formidable qui s'appelait « Les territoires perdus de la République », dont on parle beaucoup maintenant, mais qui date de 2002, qui décrivait déjà, et c'est en cela qu'il est un lanceur d'alerte, qui décrivait déjà le séparatisme au cœur de la société française. Le peuple dans le peuple, c'est une expression que vous reprenez. Et ma première question est tout à fait banale, est de savoir si ce séparatisme, si ces territoires perdus de la République se sont aggravés, se sont résorbés. Comment voyez-vous, 20 ans après, votre premier diagnostic ? En 2002, quand on a, avec quelques collègues, j'ai coordonné cet ensemble des territoires perdus de la République, on a été accueillis par un silence total dans les médias, une omerta totale. Et quand le livre a commencé à être cité, entre autres par Jacques Chirac, qui venait d'être réélu président de la République, alors immédiatement, là, quelques médias s'en sont emparés. Et du côté d'une certaine gauche culturelle, nous avons été qualifiés de racistes, au mieux, crypto-fascistes, proches du Front National, etc. Alors que pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est assez comique, les 7 qui ont participé avec moi au livre venaient tous de la gauche politique. Tous, sans exception. Bon. Alors, pour répondre à votre question, territoire perdu aujourd'hui ou autre ? Non, je crois que je reprendrai l'expression de Bernard Rougier. Nous sommes passés dans les territoires conquis de l'islamisme, mais ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais c'est d'ailleurs l'un des grands drames de ce pays, c'est que tout le monde sait la réalité de ce pays, mais en réalité, une chape de plomb recouvre la réalité. Nous ne voulons pas nommer, nous ne pouvons pas nommer. Nous sommes bloqués par une sorte d'inhibition intellectuelle qui empêche de décrire le mal comme si décrire le mal le faisait exister. C'est la meilleure façon d'aller, bien évidemment, à une situation de plus en plus grave. Ça, on le sait très bien en tant qu'historien. Décrivez-nous ce processus d'inhibition. Le processus d'inhibition, c'est le fait qu'il y a une telle tyrannie exercée par une mince couche de la population que je dirais que c'est la gauche bourgeoise culturelle. C'est elle qui impose le là dans ce pays, qui maîtrise certaines stations de radio, certaines télévisions, certains grands médias, qui font le là, c'est-à-dire qui font la pluie et le beau temps. Bon. Depuis combien de temps ? Alors, dites-nous, en tant qu'historien... Au moins 40 ans. 40 ans. Au moins 40 à 50 ans. Ouais. Et donc, un certain nombre de vérités qui viennent de la France populaire, de la France d'en bas, comme dirait Christophe Guilluy, sont inaudibles. Le grand problème de ce pays, ça n'est pas seulement la crise identitaire, bien évidemment, c'est une crise fondamentale. Le grand problème de ce pays, c'est aussi la crise sociale. Et tout à l'heure, j'entendais votre débat sur Éric Zemmour. Celui qui ne lit pas, qui ne fait pas le lien entre la crise identitaire et la crise sociale, celui-là est condamné à l'échec. Car les deux crises marchent ensemble. Pourquoi ? Je vais le dire en un mot. Parce que cette crise identitaire, le sentiment d'être en exil dans son propre pays, d'où le titre, à savoir d'être un Français en exil en France. Ce sentiment-là est partagé par des millions de Français, des classes populaires et des petites classes moyennes qui sont totalement laminées par la mondialisation. Ce sont elles qui éprouvent ce qu'on appelle une insécurité culturelle. Et donc, il est évident qu'il faut lier et ce sentiment d'insécurité culturelle et ce sentiment de déclassement social qui affecte des millions et des millions de Français qui sont des invisibles. Quand je dis des invisibles, je pense aux Gilets jaunes. Pourquoi les Gilets jaunes, tout d'un coup, sont une surprise pour un grand nombre de journalistes ? Parce qu'ils ignoraient cette France populaire qui n'est jamais invitée dans les médias. Vous avez une enquête sur France Inter parue dans le Monde diplomatique en 2020 montrait que sur une semaine de novembre 2019, sur les 500 ou 600 personnes invitées à France Inter, 9% seulement appartenaient aux catégories populaires et moyennes. Autrement dit,
on entend essentiellement la voix de l'entre-soi bourgeois, culturel, qui pratique un évitement social, un évitement scolaire, un évitement résidentiel, et qui ne vit pas les conséquences de la mondialisation, ni les conséquences d'une immigration de peuplement, qui effectivement est vécue avec angoisse, on peut le discuter, pourquoi, comment, etc., par une grande masse de la population française. Et donc, ces fameux territoires perdus de la République, devenus les territoires conquis de l'islamisme que dit Bernard Rougier, si on ne les embrasse pas sous tous les aspects, c'est-à-dire si on n'en fait pas une étude anthropologique, et pas seulement si on se concentre sur l'islam et l'islamisme, qui sont effectivement un danger. L'islamisme est de nature fasciste. Je n'ai pas dit l'islam, hein, qu'on comprenne bien. L'islamisme est bel et bien... Faites la différence entre les deux, entre islam et islamisme. Mais bien sûr, l'islamisme... Oui, mais enfin, la matrice de l'islamisme, c'est l'islam. À moins d'être un arriéré profond, je crois que tout le monde a compris ça. Mais en même temps, l'islam n'est pas l'islamisme. Ouais. Ne confondons pas. Mais l'islamisme est bel et bien de nature fasciste, et qu'on ait, nous, en tant que Français, une inquiétude légitime parce que notre civilisation est en péril par ces coups de boutoir-là. Je pense à une interview de Boilem Sansal dans l'Express qui disait « Quand l'islam s'installe quelque part, il n'en part plus oui. ». C'était dans l'Express il y a 2 jours, simplement. Bon, et il décrivait un phénomène totalitaire. Donc, quand on n'embrasse pas tous ces phénomènes ensemble, on se condamne à ne pas comprendre la complexité de la situation française. Et expliquez-nous comment se fait-il que vous avez eu des mouvements antiracistes qui n'ont pas voulu entendre votre procès qui a été de désigner le nouvel antisémitisme porté par la culture musulmane, par la culture islamique? Alors, je ne dirais pas ça. Je dirais que dans mon émission, ce qui m'était reproché dans l'émission de Alain Finkielkraut, c'était que j'avais dit dans les familles arabes, etc., en France, l'antisémitisme était éloigné de la mer. Bon, j'ai bien rectifié le propos durant l'émission en disant dans une partie des familles arabes, ce que je maintiens, dans une partie, on ne peut pas globaliser, ça c'est tout à fait juste. Et je ne faisais que citer un sociologue qui disait l'antisémitisme dans les familles arabes, lui disait les familles arabes d'ailleurs, sociologue français d'origine algérienne, il disait dans les familles arabes, l'antisémitisme est déposé au bord de la langue, sur la langue, il est dans l'air qu'on respire. La langue, l'air qu'on respire, le lait maternel, ça réfère à quoi? À l'éducation, ça réfère à la généalogie. Moi, on m'a fait passer pour un raciste en faisant passer brutalement, c'est quasiment un miracle divin, il faudrait quand même le noter dans le lexique, dans le répertoire des miracles, le lait est devenu le sang. Oui. À aucun moment je n'ai parlé de sang, d'ailleurs Julliard le reprécise dans sa préface. Alors pourquoi ? Parce qu'on voulait me faire taire, vous l'avez dit d'emblée. Parce qu'on voulait aussi faire un exemple. Parce qu'on voulait, par la peur, inciter les autres à ne pas parler. Car c'était ça le but. Non seulement faire taire Bensoussan, mais inciter tous ceux qui auraient voulu parler, désormais, à ne plus prendre cette liberté-là. Et je rectifie un tout petit mot de votre introduction qui était juste. C'est que ce ne sont pas les associations, disons, bien pensantes, très islamo-compatibles, qui m'ont porté les premiers coups. C'est le CCIF. Ce sont les islamistes qui sont aujourd'hui dissoutes. On a mis 5 ans pour se percevoir. La LICRA est venue bien après. Le MRAP, la LDH, la LICRA, et même des associations dont je ne connaissais même pas le nom, d'ailleurs. SOS Eau sans papier, je ne savais pas, j'ai découvert ça à l'audience. Il y a eu en tout 6 associations. Et donc ces gens-là sont venus après le CCIF. Si le CCIF n'avait pas déposé son signalement, il n'y aurait jamais eu de procès. Et ce qui est très étonnant, c'est que le CCIF dépose son signalement 5 mois après les faits. Premier élément étonnant. Pourquoi ? Parce que le CCIF prend conscience, à partir du mois de février, 4 mois après les faits, qu'il n'y aura pas de procès, le sociologue ayant retiré sa plainte. Donc, il n'était pas question de laisser échapper la proie que je constituais, un historien juif, travailler au mémorial de la Shoah, auteur des Juifs du monde arabe, quelque chose qu'ils n'ont pas pu supporter, je dirais peut-être pourquoi si j'en ai le temps, les territoires perdus de la République, historien du sionisme, c'est une proie idéale, c'est une aubaine. On ne peut pas le laisser échapper. Donc, on dépose un signalement 5 mois après les faits, et c'est à ce moment-là seulement que les autres associations s'y joignent. Et les 2 surprises de cette affaire, ce n'est pas le CCIF. Le CCIF, je sais très bien qui il est. Nous ne sommes pas en bon terme. Interdit depuis, il est interdit. Bon, ce sont des adversaires et des ennemis pour moi, donc je n'attends rien de leur part. Mais c'est que le parquet a décidé de donner suite au signalement du CCIF. Et que lorsque je suis relaxé en première instance en mars 2017, le parquet fait appel de la relaxe. Donc ça interroge ici la justice française qui, d'une certaine façon, a joué les uns contre les autres, a joué la carte des quartiers arabo-musulmans pour les calmer, pour ne pas faire de grabuge, quitte, s'il le faut, à sacrifier les juifs. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Sarah Halimi? Pourquoi un tel silence durant les premières semaines et même les premiers mois? Pourquoi 1 an pour reconnaître le caractère antisémite de l'agression? Parce qu'il ne fallait pas, ou plutôt parce qu'il fallait apaiser des quartiers dont on a peur.
Est-ce que vous décrivez là une soumission à l'islamisme ? Je décris là des phénomènes de lâcheté et de peur qui sont omniprésents dans la société française. Je prends un exemple. Il y a un an, je crois, quelqu'un du Figaro m'avait appelé pour me demander mon avis sur ce collège des Basses-Pyrénées ou des Pyrénées-Atlantiques, je ne sais plus, qui a refusé d'appeler le collège Samuel Paty parce qu'ils ont eu peur des réactions. Je pense à ce journaliste de Libération qui, au micro d'Arte, il y a quelques années, disait que dans les rédactions, lorsqu'on avait affaire à des affaires de tournante, vous savez, les viols collectifs dans les cités, cette horreur absolue qui marque bien la régression du statut de la femme dans ces territoires-là, parce que quand on a fait les territoires perdus de la République, nous sommes partis de l'antisémitisme, et là, nous avons découvert comme une sorte de fil qu'on dévide de la pelote, que le statut des filles était en régression constante, c'est-à-dire tout ce que nous avions fait, nous, depuis les Lumières et la République, depuis la Troisième République, pour la promotion de la femme, comme pour l'éducation aux Lumières et la raison critique, tout était en train de partir en vrille. Le statut des filles, l'antisémitisme, le racisme, etc. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce journaliste a eu le courage de dire, c'était après l'affaire des femmes agressées à Cologne, en Allemagne, que dans un certain nombre de rédactions, on changeait les prénoms pour ne pas faire monter le Front National. Et quand je parle d'omerta, je parle de silence, je veux dire qu'une partie du débat intellectuel français, et c'est le drame de ce pays, et je vous assure, moi qui ai beaucoup voyagé en Europe pour mon travail concernant la formation de la Shoah, et dans d'autres pays également, je vous assure qu'il y a une spécificité française en matière de censure du débat. Lorsque je viens en Italie pour le travail ou en Espagne, pour le travail sur les formations sur la Shoah, lorsque j'y allais, parce que maintenant je n'en fais plus depuis 2 ans, j'étais frappé par la liberté de parole sur tous ces sujets. Eh bien, le fait de ne pas nommer, le fait d'avoir peur, le fait toujours d'être obsédé par l'idée que vous allez faire monter le Front National, alors que nous n'avons, nous, rien à voir avec le Front National, je vous ai dit notre origine politique. Le fait que nos propos peuvent être instrumentalisés. Alors, là, le problème, là, pour un intellectuel, est de savoir, est-ce que parce que vos propos peuvent être instrumentalisés, vous allez cacher la vérité ? Et là, mon point de vue en tant qu'historien qui a travaillé 25 ans sur la Shoah et sur d'autres sujets, ou sur les Juifs du monde arabe, c'est non. Lorsqu'un point de vue entre en désaccord avec ma vision du monde, je le donne dans un livre d'histoire. Sinon, je change de métier. Mais peut-on être inquiet de cette grande lâcheté collective qui a fait que vous n'avez pas été beaucoup soutenu non plus par le monde intellectuel, que vous trouvez avec difficulté des éditeurs pour vos livres? Et est-ce que vous voyez que cette lâcheté s'incruste ou au contraire, sous les coups de boutoir notamment de Zemmour et de cette volonté aujourd'hui de dire les choses, ce monde-là est en train de s'écrouler, ce qu'on pourrait espérer? Ce monde-là vacille, ce monde-là s'effrite. Nous ne sommes pas à l'époque de 2002 des territoires perdus de la République. Il y a des progrès. Les progrès, la preuve, vous m'invitez. La preuve, BFM m'a invité. La preuve, une longue interview dans le Figaro, dans Valeurs Actuelles, dans la Figaro Live, etc. Mais c'est toujours le même cénacle. C'est-à-dire qu'un certain nombre de grands médias bien pensants qui représentent cette bourgeoisie culturelle de gauche, qui a le sentiment de parler au nom du peuple et qui parle au nom d'une certaine élite, qui n'a rien à voir avec le peuple, les gilets jaunes et tout le reste, ceux-là ne m'ont pas invité. Et aux dernières nouvelles, aucune invitation n'est en vue. Mais malgré tout, la parole est en train de se libérer en France. Oui. Nous ne sommes pas exactement au même point. Parleriez-vous, comme l'a fait un élu républicain très récemment, de purification ethnique, parlant du processus qui s'observe dans les cités, où l'on voit que des populations juives d'abord, puis des populations européennes, des populations françaises, cèdent la place sous la pression d'une nouvelle population, d'une nouvelle civilisation, musulmane en l'occurrence? Sur ces expressions purification ethnique ou grand remplacement, j'ai des hésitations ou plutôt j'ai même un refus. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de parler de la réalité, on se focalise sur l'expression. Et comme l'expression est très polémique et elle est très clivante, comme on dit dans les milieux bien pensants, alors on va se focaliser sur le mot au lieu de porter l'attention sur la chose. Moi, je préfère parler de la mutation démographique que connaît ce pays. Laissons tomber le grand remplacement. Je préfère parler du fait que 80% des familles juives ont quitté la Seine-Saint-Denis en 20 ans. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler épuration ethnique ? Je ne crois pas qu'il faille aller jusque-là, parce que l'épuration ethnique relève d'une opération politique, d'une volonté d'État. Ça n'est pas cela. C'est le fait que la vie devient invivable pour ces familles juives, qu'on insulte, auxquelles on arrache la mezouza à l'entrée de la maison. Avec des violences malgré tout. Et des violences physiques. Oui. Des violences... Sarah Halimi s'est plainte des violences verbales. Elle a voulu déménager l'année avant son assassinat. Elle a demandé son déménagement à Créteil. Ça lui a été refusé. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit à la commission d'HLM, je ne me sens plus en sécurité dans l'immeuble et dans le quartier. Ça lui a été refusé. Donc effectivement, il y a un déplacement de population, il y a une sorte d'exode intérieur de la part des Juifs de France et un exode extérieur. Je voudrais vous rappeler un chiffre qui est peu connu par les spectateurs. La communauté juive était
était la plus importante communauté juive d'Europe il y a encore 20 ans. Bon, et Annick Riegel disait il y a 30 ans avec justesse que jamais les Juifs n'avaient vécu aussi heureux en France. Et elle avait raison, il y a 30 ans, en 1990. La communauté juive, depuis 30 ans, a perdu 100 000 personnes. Sur 500 000. 100 000, un cinquième. Ils sont partis rejoindre Israël ? 60 000 sont partis en Israël, 40 000 sont partis vers d'autres destinations, États-Unis, Canada français beaucoup, en particulier l'Australie ou peut-être d'autres pays. On ne sait pas, mais en revanche pour Israël, on a les statistiques. 60 000 sont partis. C'est une déperdition qui est unique dans les communautés juives du monde. Ça devrait interroger. Bon. Ce sera la dernière question, Yvan Rioufol. Ma dernière question reviendrait également à une sorte de cliché que l'on voit apparaître au-delà du grand remplacement, c'est celui de guerre civile. Malgré tout, quand vous décrivez ce choc de culture, ce choc de civilisation, on ne peut pas non plus ne pas penser à l'étape ultime qui serait cet affrontement qui, de mon point de vue, existe déjà d'ailleurs à bas bruit. Est-ce que vous êtes sur cette perspective également d'une possible guerre civile ? Guerre civile, je ne sais pas en tous les cas que le clivage idéologique n'a jamais été si violent qu'aujourd'hui, c'est indéniable. Regardez, aujourd'hui, dans le débat intellectuel, vous n'avez plus des adversaires, vous avez des ennemis. Et des ennemis qu'on s'efforce de réduire au silence, de ne pas inviter, et qu'on s'efforce de faire interdire. Au lieu de répondre aux contradicteurs, au lieu de rapporter une argumentation inverse, on les qualifie d'idées nauséabondes, on invoque le rappel des heures les plus sombres de notre histoire et on veut les faire taire. C'est la preuve d'une faiblesse. Mais là n'est pas la réponse. La véritable réponse, c'est le débat d'idées, bien sûr. Et j'ajoute même, d'ailleurs, quelque chose d'important, c'est qu'on voit même en France un certain nombre de librairies boycotter un certain nombre d'éditeurs, c'est qui contrevient totalement au débat d'idées, car je rappelle que les libraires en France reçoivent l'aide du CNL, c'est-à-dire l'aide de l'argent public, c'est-à-dire de notre argent. Vous voulez dire que vos livres ne sont pas accessibles en librairie ? Non, je veux dire que mes livres sont accessibles dans certaines librairies, mais pour vous donner une idée précise de mon livre, il n'est accessible qu'en 96 librairies en France. Je rappelle que d'autres édité chez l'Artilleur, édité chez l'Artilleur, qui est un éditeur boycotté. On me l'a dit dans certaines librairies. Je rappelle que d'autres ouvrages qui sont à peu près sur le grand public, des essais, etc., ou des ouvrages, des romans, sont accessibles dans plus de 650 librairies en France. On pourra faire la balance, si vous voulez. Et donc le résultat, c'est que ces éditeurs qui sont soumis à une censure qui ne dit pas son nom, mais qui revient à une censure d'État, pour des gens d'ailleurs, et c'est ça qui est très étonnant, qui se réclament la liberté d'expression et qui se conduisent exactement comme une police d'État soviétique, eh bien le résultat, c'est que ces éditeurs font la moitié de leur chiffre d'affaires avec Amazon. Et c'est tragique, parce qu'Amazon, on sait très bien qu'Amazon est en train de tuer le commerce de la librairie. Au niveau de l'Europe, d'une manière générale, on a un indicateur qui est prédictif de la situation des communautés juives. Et je vais le dire de manière aussi cruelle que je le dis à l'Union européenne, à Bruxelles. Donc je le dis violemment, mais c'est nos chiffres. Et c'est le pourcentage de musulmans. Le pourcentage de musulmans est prédictif de l'avenir des communautés. Parce que la gauche courtise le vote musulman. Et la droite, étant donné qu'elle se sent extrêmement menacée par cette présence musulmane et islamique autour d'elle, va faire des lois qui vont interdire le fait juif. C'est-à-dire qu'elle va demander aux juifs de diminuer leur profil juif. Elle va, dans certains pays comme en Belgique, où on se sent extrêmement menacé par l'islam, on va interdire l'abattage rituel. Il y a une proposition de loi actuellement, où j'ai écrit un protocole pour protéger de 100 pages avec la directrice, la présidente de la Cour suprême israélienne, pour combattre cette proposition de loi d'interdire la circoncision. Et donc on a quelque chose qui fait que plus il y a de musulmans et plus finalement ce changement démographique va changer la donne dans certains pays. Et donc ça c'est une première chose. Ça c'est donc on voit un islam qui est énormément de violence. En Allemagne c'est de la violence d'extrême droite. En Europe, en France par exemple, la violence qu'on va voir, ça va être l'extrême droite sera plutôt contre les symboles. Ça sera les cimetières, ça sera les synagogues, ça sera de vandaliser ou pour les tombes, etc. Contre le fait juif, mais là vous parlez contre le fait juif religieux ou pratiquant, c'est ce que vous voulez dire. Pas seulement. Donc on a une marginalisation des juifs partout en Europe. Marginalisation sociale, c'est-à-dire que les juifs préfèrent ne pas dire qu'ils sont juifs. Je vois énormément. Franchement, je ne souhaite que ça. Je ne souhaite que une vie apaisée et commune entre l'islam de France et les juifs de France. Malheureusement, là, on est plutôt proche d'une Saint-Barthélemy que d'un concordat.
Je crois que, Dov, vous vouliez réagir à ce que disait... D'abord l'Europe, l'Union européenne fait énormément d'efforts, l'Allemagne en particulier. On a sorti cette semaine un plan de l'Union européenne pour combattre l'antisémitisme qui parlait notamment d'éducation, et ça prendra du temps, ça prendra énormément de temps. Il y a des choses à faire et on peut le faire, la protection, etc. N'empêche qu'il se passe des changements sociaux et profonds, à part le fait qu'il y a aussi une détérioration économique en Europe qui fait que tout à coup, on sait que Fernand Braudel, le grand historien français, dit que chaque fois qu'on a eu une crise économique, ça s'est suivi ou ça a été précédé par une crise d'antisémitisme. Donc par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, c'est que dans le temps, les Juifs servaient de bouc émissaire au pouvoir en place. Et on envoyait la haine que les gens, le ressentiment qu'avaient les gens envers les dirigeants en envoyant l'antisémitisme. Et c'était les dirigeants qui, eux, faisaient... Et la masse n'était pas forcément antisémite. Aujourd'hui, on voit chez les masses populaires parfois, et chez les migrants notamment, de l'antisémitisme qui vient du terrain. Et c'est les États, c'est-à-dire c'est les dirigeants qui protègent les Juifs. Donc on a une situation qui est nouvelle.